Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Alors c'est une première aujourd'hui pour l'Institut Maïmonide. Nous lançons pour la première fois une vidéo en direct avec Facebook Live. Nous voulons remercier également différents médias d'avoir relayé cette manifestation, Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Academ, et nous retrouverons bien évidemment cette conférence sur Academ d'ici quelques temps. Nous mettrons également cette conférence sur notre nouvelle chaîne YouTube. Alors la situation sanitaire étant ce qu'elle est, il eût été difficile, avec la salle Pétrarque fermée, de faire venir le professeur Thomas Gergely de Bruxelles. C'est pourquoi nous avons demandé à un Montpellierin, le professeur Carole Yancourt, professeur émérite de l'université Paul Valéry Montpellier 3, d'intervenir pour une conférence sur l'affaire Dreyfus, initialement programmée en mars, le 16 mars prochain. Il a eu la gentillesse de bien vouloir la décaler à aujourd'hui. Et donc nous allons l'entendre d'ici quelques secondes. Voilà, à très vite pour la suite de la programmation. Bonjour mesdames et messieurs, je souhaite remercier l'Institut Maïmonide de Montpellier d'avoir bien voulu m'inviter pour donner une conférence sur l'affaire Dreyfus, sur cette interminable affaire selon la célèbre expression de l'écrivain Charles Péguy. Il convient de rappeler qu'à plusieurs reprises à l'université Paul Valéry de Montpellier et à l'Institut Maïmonide ont été organisées des manifestations scientifiques, des colloques et des conférences consacrés à ce sujet, notamment un colloque international sur l'affaire Dreyfus et ses conséquences. De même, il est important de souligner qu'à Montpellier, grâce à la clairvoyance du regretté député-maire Georges Frêche, on a pu inaugurer une allée du capitaine Dreyfus. Je souhaite aussi dédier cette conférence à la mémoire d'un ami très cher, Léon Lipschutz, 1898-1976, l'un des meilleurs connaisseurs de l'affaire Dreyfus, auteur de l'excellente bibliographie thématique et analytique de l'affaire Dreyfus, publiée aux éditions Fasquelle en 1971. Dans les dernières années de sa vie, dans sa retraite aixoise, tout en m'initiant dans bien d'autres domaines, cet autodidacte, fils du fondateur de la librairie parisienne Lipschutz avant la Deuxième Guerre mondiale, spécialisé dans le judaïsme, et lui-même ancien cadre de la banque indo-chinoise et homme d'une vaste culture, m'a introduit avec compétence dans l'univers captivant de cette célèbre affaire. Le titre exact de ma conférence est l'affaire Dreyfus et le rôle de Bernard Lazare. En effet, en abordant ce vaste et complexe sujet, j'ai souhaité mettre en pleine lumière la personnalité et les écrits de celui qui a été défini par Charles Péguy comme un homme de 50 siècles, un athée ruisselant de la parole de Dieu, ayant vécu seulement 38 ans, né à Nîmes en 1865 et décédé à Paris en 1903. Dans un premier temps, je me propose de retracer dans une perspective chronologique les principaux moments de l'affaire depuis l'arrestation du capitaine et jusqu'à sa réhabilitation de 1894 à 1906, la deuxième partie étant consacrée à Bernard Lazare. Qu'est-ce que l'affaire Dreyfus? L'affaire Dreyfus est au départ une affaire d'espionnage, éclatée dans le contexte de l'alliance franco-russe, accompagnée du renouvellement du matériel militaire, particulièrement de l'artillerie, et d'une révision des plans de défense et de mobilisation. Un véritable climat d'espionnite sévissait dans l'opinion, expliqué surtout par l'idée de revanche, toujours présente 2 décennies après la défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Au mois de septembre 1894, le service de renseignement français intercepte une lettre non signée. Le célèbre bordereau, envoyé à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen et annonçant l'envoi de documents secrets sur la défense nationale. Le 15 octobre, un officier israélite de l'état-major, Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne, né en 1859, est mis en état d'arrestation, accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Un mois plus tard, il est traduit devant le Conseil de guerre de Paris et malgré ses protestations d'innocence,
Il est déclaré coupable et condamné à la dégradation et à la déportation à vie. La dégradation publique a lieu le samedi 5 janvier 1895 dans la cour de l'école militaire et il est envoyé quelques semaines plus tard en Guyane dans une enceinte fortifiée à l'île du Diable. Pourtant, les preuves manquent et les présomptions qui pèsent sur lui sont minces. 3 experts sur 5 lui attribuent l'écriture du bordereau. En fait, c'est la campagne antisémite déchaînée par la presse et orchestrée par Édouard Drummond, auteur du tristement célèbre pamphlet « La France juive » 1886 et directeur du quotidien La Libre Parole fondé en 1892 sous-titré « La France aux Français », organe de l'antisémitisme militant, qui poussa le Conseil de guerre, siégeant à huis clos, à condamner Dreyfus sur le vu d'une pièce restée secrète, qui n'avait pas été communiquée ni à l'accusé ni à la défense, procédure tout à fait illégale. Au mois de mars 1896, le colonel Georges Picquart, qu'un film récent a mis en lumière, nouveau chef du service des renseignements de l'armée, découvre un document accablant sur un autre officier, le commandant Esterhazy, le vrai coupable. Il s'agit d'un pneumatique, le Petit Bleu, que ce dernier avait reçu de l'ambassade d'Allemagne. Picquart, qui a constaté que l'écriture d'Esterhazy est bien celle du bordereau, condamnant Dreyfus, ne réussit pas à convaincre ses supérieurs de faire réviser le procès car l'honneur de l'état-major est en jeu et cela risquait aussi de compromettre l'autorité de l'armée dans son ensemble. Disgracié, Picquart est écarté de ses fonctions et envoyé dans un régiment en Tunisie, tandis que le commandant Henry, son adjoint, devenu en 1897 lieutenant-colonel, remet le 31 octobre 1896 à ses supérieurs un document accablant pour Dreyfus, une lettre qui aurait été envoyée par à Schwarzkopf par Panisardi, l'attaché militaire italien, en fait un document fabriqué par lui-même, ce qu'on appelle le faux Henry. Personne ne croit alors à l'innocence du capitaine Dreyfus, à l'exception de Mathieu Dreyfus, son admirable frère, du colonel Picquart et de Bernard Lazare. Le début de la campagne de réhabilitation est lancé en 1896 par ce dernier, par Bernard Lazare, dans une brochure où il dénonce l'erreur judiciaire sur laquelle je reviendrai. Mais la véritable campagne de révision ne commence qu'en 1897, après le retour de Picquart à Paris. En été de cette année, il fait part de sa découverte à plusieurs amis, tandis que le 15 novembre de la même année, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, dénonce Esterhazy. Suite à l'enquête menée par le général de Pellieux, Esterhazy est acquitté par le Conseil de guerre du 10 janvier 1898, devant lequel il avait demandé lui-même de passer, tandis que Picquart, accusé d'avoir falsifié le Petit Bleu, est arrêté. 3 jours après l'acquittement d'Esterhazy, le 13 janvier 1898, Émile Zola publie dans l'Aurore de Clemenceau le célèbre « J'accuse ». Cet article, qui est une lettre ouverte au président de la République, eut un retentissement considérable. Vendu à 200 000 exemplaires, il fut affiché sur tous les murs de Paris. Zola y accusait les plus hautes autorités jusqu'au ministre de la guerre d'avoir fait condamner sciemment un innocent. En voici quelques extraits. Je cite: « Je le répète avec une certitude plus véhémente. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence, puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. D'une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse, de l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse et elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle va tout sauter avec elle.
Après avoir mis en cause et cité nommément le lieutenant-colonel de Paty du clan, les généraux Mercier, Biot, Boisdeffre, Gons et Pellieu, le commandant Ravary et les 3 experts en écriture, Bellhomme, Varinard et Couard, il accuse le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce demeurée secrète, et le deuxième conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité en commettant le crime juridique d'acquitter un coupable. Zola est traîné en justice, son procès s'ouvre le 7 février et 2 semaines plus tard, il est condamné pour diffamation à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende. En juillet 1898, Zola, sur le conseil de son avocat, s'exile en Angleterre. Désormais, l'affaire Dreyfus, policière à ses débuts, puis judiciaire, devient politique. En effet, l'affaire Dreyfus devient une formidable caisse de résonance de la confrontation des opinions politiques allant de l'extrême droite à l'extrême gauche. Elle a secoué tous les habitants, catholiques, protestants, juifs et libres penseurs, qui furent marqués, la majorité comme témoins, nombreux comme acteurs des manifestations et affrontements, dans le cadre de 2 camps opposés, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Monarchistes, catholiques, nationalistes, antisémites se déchaînent contre la révision du procès que réclament les partisans de la justice, mais aussi les républicains de gauche et certains socialistes. Aux ligues de droite, Ligue des patriotes, Ligue antisémite, s'affronte la Ligue des droits de l'homme. La révision fut rendue inévitable par la découverte du faux Henri dans le dossier de Dreyfus. En effet, en août 1898, le ministre de la Guerre Cavaignac, persuadé que Dreyfus est coupable, fait étudier le dossier. On découvre alors le faux établi par le lieutenant-colonel Henri. Ce dernier avoue, est incarcéré le 30 août et le lendemain, il est retrouvé mort dans sa cellule du Mont Valérien. Ce suicide entraîne la démission du général de Boisdeffre, chef d'état-major, et rouvre l'affaire que l'on croyait enterrée. La Cour de cassation annule le 3 juin 1899 le jugement de 1894 et renvoie l'affaire devant le Conseil de guerre de Rennes où le 9 septembre 1899, alors que le déchaînement des passions était à son comble et que les antisémites dénonçaient le syndicat juif, Dreyfus est condamné à nouveau, cette fois-ci à 10 années de prison, mais avec des circonstances atténuantes. 10 jours plus tard, le président Loubet gracie Dreyfus, qui est libéré, mais reste officiellement coupable. Au mois de décembre 1900, la Chambre des députés et le Sénat votent une loi d'amnistie sur tous les faits relatifs à l'affaire. Jean Jaurès demande, les 6 et 7 avril 1903, la révision du procès de Rennes et Alfred Dreyfus dépose une requête de révision le 25 novembre 1903 qui reçoit une réponse favorable en 1904. La Cour suprême proclame enfin, le 12 juillet 1906, l'innocence de Dreyfus. Réintégré dans l'armée, avec le grade de chef d'escadron, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur, décoré au cours d'une cérémonie officielle où la troupe lui rend les honneurs dans une cour de l'école militaire où 12 années auparavant, il avait subi la dégradation sous les cris d'une foule hurlant l'antisémitisme. Nommé commandant d'artillerie le 15 octobre 1906, il fait valoir ses droits à la retraite le 25 octobre 1907, après avoir tenté sans succès d'obtenir le grade de lieutenant-colonel auquel il pouvait prétendre, si le temps de sa détention avait été intégré à son ancienneté de service. Il participe au combat de la Grande Guerre et c'est en septembre 1918 qu'il est élevé au grade de lieutenant-colonel, puis promu officier de la Légion d'honneur. Alfred Dreyfus resta marqué jusqu'à sa mort survenue en 1935 par les souffrances qui lui furent infligées. À ce propos, le docteur Jean-Louis Dreyfus, petit-fils d'Alfred Dreyfus, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à Montpellier,
le 14 mai 1986, lors d'une table ronde intitulée « L'affaire Dreyfus, Bernard Lazare et Théodore Herzl », dont je fus l'organisateur à l'université Paul Valéry, avait affirmé dans sa communication, je cite, « Il y a eu chez mon grand-père une sorte de cassure, tant sur le plan moral que physique. En dépit de la réhabilitation, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'infamie que la justice lui avait fait subir. Ni Zola, mort en 1902, ni Bernard Lazare, mort en 1903, n'auront vu l'heureux dénouement de cette interminable affaire. » Deuxième partie, le rôle de Bernard Lazare. Dans quelles circonstances Bernard Lazare est-il entré dans l'affaire? À peine un mois après l'accusation du capitaine Dreyfus, alors que toute la presse s'alignait sur les positions du journal antisémite d'Édouard Drummond, La Libre Parole, qui avait titré le 31 octobre « Haute trahison, arrestation de l'officier juif Alfred Dreyfus », Lazare pressent déjà une machination antisémite. Il le dit, il l'écrit le 17 novembre 1894 dans le journal La Justice, que l'arrestation offrait l'occasion d'alourdir, je cite, une atmosphère hostile de défiance, de haine latente, de préjugés inavoués, et d'autant plus puissant, un ghetto autrement terrible que celui auquel on pourrait échapper par la révolte ou par l'exil. Fin de la citation. 3 mois plus tard, en février 1895, Bernard Lazare reçoit la visite de Joseph Valabrègue, le beau-frère de Dreyfus, originaire de Carpentras et qui connaissait les parents de l'écrivain. C'est Mathieu Dreyfus qui avait suscité cette visite en espérant le soutien et l'engagement de Lazare. Quelques jours plus tôt, Mathieu avait appris qu'une illégalité avait été commise et que son frère avait été condamné sur une pièce demeurée secrète, communiquée au juge dans la salle de délibération. Lazare réserva un accueil chaleureux à son visiteur et accepta la proposition qui lui a été faite de se charger d'un travail présentant le procès. Lazare rédigea ce travail dans la seconde moitié de l'année 1895, s'appuyant sur les informations de Mathieu Dreyfus et de Demange, l'avocat du capitaine. Le résultat fut une brochure qui, à la demande de la famille, ne parut qu'une année plus tard, après que l'épouse du capitaine Dreyfus eut adressé une pétition à la Chambre des députés demandant la révision du procès. Afin d'attirer l'attention et de replacer l'affaire au premier plan, Mathieu Dreyfus fit courir, en été 1896, le bruit de l'évasion de son frère de l'île du Diable, nouvelle relayée par l'ensemble des journaux. C'est alors que l'écrit de Lazare, publié à Bruxelles le 6 novembre 1896, sous le titre « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus », est publié. L'opuscule fut tiré à 3500 exemplaires et adressé aux citoyens de Bruxelles, de Bâle et de Paris, à de nombreuses personnalités susceptibles d'agir. Dans les premières lignes de ce petit livre, il annonce son objectif, je cite, « Je veux établir que la culpabilité du capitaine Dreyfus n'a jamais été démontrée. J'affirme que les bruits les plus mensongers, les plus contradictoires, les plus propres à égarer les esprits et à créer autour de l'accusé une atmosphère de haine et de soupçon ont été répandus. Je déclare enfin que l'homme qu'on condamne est un innocent, souligné dans le texte. L'auteur démontre qu'il n'existait aucune charge contre Dreyfus, qu'il a été accusé et jugé sur des témoignages contradictoires d'experts et qu'il a été condamné sur la foi de ces mêmes témoignages et sur la production d'une pièce demeurée secrète et destinée à entraîner la conviction des juges. La démonstration de Lazare s'achève avec une conclusion puissante où il réclame la révision du procès en soulignant la nécessité de la sauvegarde des droits de l'homme et où l'on retrouve les futurs accents de la célèbre lettre d'Émile Zola qui sera publiée plus de 14 mois plus tard. Je cite, « Il est encore temps de se ressaisir, qu'il ne soit pas dit qu'ayant devant soi un juif, on a oublié la justice. C'est au nom de cette justice que je proteste.
au nom de cette justice qu'on a méconnue. Le capitaine Dreyfus est un innocent et on a obtenu sa condamnation par des moyens illégaux. Je demande la révision du procès et désormais ce n'est plus à huis clos qu'il pourra être jugé, mais devant la France entière. La presse opposée à la révision réagit aussitôt et pour ne prendre qu'un seul exemple, je vais citer l'Éclair de Montpellier, des tendances conservatrices et catholiques, qui le 10 novembre 1896 écrivait « On assiste aux tentatives de la juiverie en faveur de Dreyfus, à la solidarité qui unit celle-ci à l'abominable traître. Israël a fait de la cause de Dreyfus sa propre cause. Il n'a répudié ni Judas, ni Deutsch, ni Reinach, ni Cornelius Hertz, ni Arton, et ne veut pas désavouer Dreyfus. » D'ailleurs, j'ai consacré toute une étude à l'affaire Dreyfus à Montpellier, qui a été publiée dans un ouvrage intitulé « Les Juifs à Montpellier dans le Languedoc, du Moyen-Âge à nos jours ». Après la publication de la brochure, toujours dans le but de susciter un changement radical dans l'opinion publique et obtenir la révision du procès, Lazare rencontra de nombreux journalistes et hommes politiques. Il eut l'occasion notamment d'avoir, dès le mois de mars 1897, de longues conversations avec le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, qui avait été troublé par sa brochure. C'est le 13 novembre 1897 que Scheurer-Kestner publie dans Le Temps une lettre ouverte exprimant son désir d'aboutir à la révision du procès de Dreyfus. 3 jours plus tard, Lazare diffuse son deuxième mémoire paru aux éditions du Stock, Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus, avec le sous-titre Deuxième mémoire avec des expertises d'écriture. Il s'agit d'un gros volume de 300 pages où l'on retrouve, hormis le deuxième mémoire, de longues et détaillés rapports d'expertise de l'écriture d'Alfred Dreyfus, demandés par Bernard Lazare à 12 graphologues, tous affirmant d'ailleurs que Dreyfus n'était pas l'auteur du bordereau, ainsi que le facsimilé du bordereau et la reproduction de quelques lettres du capitaine Dreyfus. Dans son mémoire, Lazare insiste sur le poids de l'antisémitisme et après avoir repris l'argumentation de l'opuscule de 1896, il affirme « J'ai écrit que sur d'aussi faibles preuves, on n'eût pas osé conduire le capitaine Dreyfus devant le conseil de guerre, s'il eût été juif et si la pression de la bande antisémite n'avait contraint un ministre sans caractère et sans courage. » Certes, ce deuxième écrit, accompagné de rapports d'expertise de l'écriture du capitaine Dreyfus, n'a pas eu pour conséquence la révision du procès, mais il a eu une importance considérable dans le déroulement de l'affaire. En effet, le mémoire de Lazare a inspiré un nombre d'auteurs qui ont repris les idées essentielles qui ont été développées. Dans le combat pour la révision, il ne faut pas négliger non plus l'importance de la troisième brochure publiée par Bernard Lazare, « Comment on condamne un innocent », où l'auteur reproduit l'acte d'accusation contre Dreyfus du commandant Besson d'Omerschelville, qualifié de ramas d'insinuations misérables, d'allégations mensongères, de racontars sans valeur, de propos injustifiés. C'est dans l'introduction que l'on retrouve la célèbre formule répétitive « j'accuse ». J'accuse le commandant Esterhazy de les avoir fabriqués. J'accuse le colonel de Paty du clan d'avoir été son complice et d'avoir composé ce faux dossier. Il s'agit aussi de la formule clé dans la célèbre lettre d'Émile Zola. La réputation de Bernard Lazare, en tant qu'anarchiste, mais bien trop juif, était gênante. Et il est de plus en plus marginalisé. D'un certain point de vue, tout en continuant de défendre Dreyfus, son rôle dans l'affaire s'arrêtait là. Il fut le premier combattant, celui qui ouvrit le chemin. Soulignons que celui-ci, qui fut le premier des Dreyfusards, se jeta corps et âme dans l'affaire, prêt à briser toutes les résistances. Ces dernières ne se trouvaient pas seulement du côté des partisans de Drummond,
avec lequel il se battit en duel, mais aussi auprès de certains de ses coreligionnaires israélites français qui ne réagissaient pas, craignant l'extension de l'antisémitisme. En effet, au début de l'affaire Dreyfus, de nombreux juifs français ont choisi le silence. Émancipés en 1791, ils se sentaient bien intégrés dans la société française, préférant le terme d'israélite, refusant et repoussant celui tant décrié et méprisé de juifs. Ces Israélites font confiance à la justice française et pensent majoritairement que leur abstention apaisera l'antisémitisme. Il est intéressant d'apporter ici le témoignage de Jules Isaac, qui ne fut pas un combattant de la première heure et qui finit par se jeter dans le combat dreyfusiste grâce à Charles Péguy. Isaac avance dans son livre de souvenirs consacré à son ami et portant le beau titre « Expérience de ma vie Péguy », 3 raisons principales pour expliquer sa position. La mémoire de son père qui était officier, son origine juive et la méconnaissance de la puissance de l'antisémitisme. Fils d'officier, plein de respect pour la mémoire de mon père, il me semblait impossible d'admettre qu'à l'unanimité, 6 officiers eussent pu, sans preuve accablante, vouer un de leurs au déshonneur d'une telle condamnation, la plus infamante qui fût. L'autre raison, j'étais juif, et par réaction d'honnêteté, en garde contre moi-même, contre tout réflexe de solidarité juive, résolu à ne me prononcer qu'à bon escient, en toute connaissance de cause. Il faut le dire aussi, j'ai été à cette époque très ignorant de certaines réalités, de celles qui risquaient de m'être les plus contraires et nocives, tel l'antisémitisme en sa virulence. Je n'en mesurais ni la force ni l'étendue. Pourtant, si au départ il y eut un certain immobilisme, les manifestations violentes et notamment les émeutes anti-juives éclatées en Algérie ont provoqué la réaction de la presse juive et des institutions communautaires. La judaïcité française d'alors, hormis une majorité d'Israélites de vieille souche relativement bien intégrés matériellement, certains appartenant même à la haute bourgeoisie, comprenait également des juifs immigrés récemment de l'Europe de l'Est, et c'est parmi eux que l'on retrouve les couches les plus pauvres. Il n'est pas inintéressant de rappeler que c'est ce prolétariat qui organisa le seul meeting ouvrier à Paris en faveur de Dreyfus. Par ailleurs, les 2 principaux hebdomadaires, l'Univers israélite et Archives israélites, dénoncèrent le silence et se prononcèrent pour une réaction combative. Et grâce à l'impulsion de plusieurs personnes, dont le grand rabbin Zadok Khan, un comité de défense contre l'antisémitisme a pu être créé. C'est à propos de ce groupe de personnes qui a réagi, qui a combattu en faveur de Dreyfus et contre l'antisémitisme, que l'on a employé l'expression de syndicat. Bernard Lazare devait accepter avec fierté ce terme de syndicat. Après avoir rappelé le rôle pionnier de Bernard Lazare, il est important de souligner maintenant son évolution. Ce Nîmois, né dans une famille juive bien intégrée, est monté à Paris de Nîmes en 1886, à l'âge de 21 ans, se faisant connaître par ses écrits symbolistes et comme un polémiste redoutable, proche de l'idéologie anarchiste libertaire. Avant l'affaire Dreyfus, il fut l'auteur en 1890 de quelques articles méprisants à l'égard des immigrés juifs de l'Europe de l'Est qui arrivaient à ce moment-là en France, chassés par l'antisémitisme et par les pogroms. De même, dans son livre de 1894, « L'antisémitisme, son histoire et ses causes », on trouve certaines exagérations, en outrant notamment certains traits de caractère supposés juifs. C'est à travers l'affaire Dreyfus que s'opère chez lui une transformation radicale par rapport à ses anciennes positions concernant le problème juif. Aux attaques de Drummond contre Zola, auteur de l'article « Pour les Juifs », paru dans le Figaro du 16 mai 1896 et qui fustigeait ses agissements anti-juifs, il répond dans Voltaire par une série de 5 articles réunis ultérieurement sous le titre « Contre l'antisémitisme ».
Lazare mesure à travers l'affaire Dreyfus l'étendue de l'antisémitisme et la nocivité des antisémites. C'est en combattant l'antisémitisme que Lazare s'est rapproché aussi désormais de ses frères de l'Europe orientale et qu'il comprend leurs aspirations nationales. Devenu sioniste, il participe au deuxième congrès sioniste de Bâle en 1898 où il fut ovationné. Il a rencontré d'ailleurs à Bâle Theodor Herzl, qui avait assisté effectivement à la dégradation du capitaine Dreyfus, et suite à ces dégradations, Theodor Herzl a écrit son célèbre essai intitulé « L'État des Juifs », et une année plus tard, en 1897, il a réussi à organiser le premier congrès sioniste de l'histoire. Malgré sa mise à l'écart, après 1897, en raison de sa réputation d'anarchiste, Bernard Lazare défendit jusqu'au bout le capitaine Dreyfus. En tant que juif, comme Zola, autrement que Zola, selon Jean-Denis Bredin. Cependant, c'est en tant que juif qu'il souhaitait que l'on appréhende son rôle pionnier, et je cite, « Aussi, pour les miens, je veux qu'on dise que le premier j'ai parlé, que le premier qui s'éleva pour le juif martyr fut un juif qui a souffert dans son sang et dans sa chair les souffrances que supporta l'innocent, un juif qui savait à quel peuple de parias, de déshérités, de malheureux il appartenait, et qui puisa dans cette conscience la volonté de combattre pour la justice et pour la vérité. D'après Jacques Viard, en raison de leurs idées, Bernard Lazare, comme son ami Charles Péguy, devait, entre guillemets, mourir étouffé d'ombre et de silence par le parti intellectuel qui ne pouvait admettre que le socialisme fût d'abord un combat contre l'impérialisme et contre sa manifestation favorite, l'antisémitisme. Toujours est-il que ce sentiment d'abandon du premier défenseur de Dreyfus fit réagir l'un de ses amis les plus fidèles, Pierre Quillard, combattant connu de la cause arménienne, qui lui rendit cet hommage. Juif, détaché de toute croyance, Bernard Lazare exprima son horreur pour les bourreaux des Arméniens chrétiens. Mais il ne se crut pas, du fait de sa naissance, obligé de fermer les yeux sur le long martyre des Juifs de Roumanie et de Russie et des malheureux qui en Angleterre et en Amérique meurent lentement du sweating system. Si d'autres étaient capables d'oublier son nom, il demeure chez tous ces opprimés de races et de langues diverses, glorieux et vénéré. Pour souligner les enjeux de cette interminable affaire, j'ai choisi en guise de conclusion une citation de Zola qui, lors de son procès, 2 jours avant d'être condamné, déclara « L'affaire Dreyfus, ah, messieurs, elle est devenue bien petite à l'heure actuelle. Elle est bien perdue et bien lointaine devant les terrifiantes questions qu'elle a soulevées. Il n'y a plus d'affaire Dreyfus, il s'agit désormais de savoir si la France est encore la France des droits de l'homme, celle qui a donné la liberté au monde et qui devait lui donner la justice. » Pour clore mon intervention, je souhaite attirer l'attention sur l'ouvrage « L'affaire Dreyfus et ses conséquences ». Il reprend les actes d'un colloque international qui s'est tenu à Montpellier, à l'université Paul Valéry, dans l'année de centenaire de la fin de l'affaire, les 7 et 8 décembre 2006. Ces actes ont été remaniés, enrichis et complétés de nouvelles études. Y ont participé des enseignants de divers établissements d'enseignement supérieur de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Israël, de Roumanie et de Suisse, des savants confirmés, mais aussi de jeunes chercheurs. Les contributions couvrent une grille chronologique qui est beaucoup plus étendue que la durée de l'affaire, embrassant un caractère pluridisciplinaire. En effet, des exposés historiques majoritaires alternent avec des communications d'intérêt littéraire, philosophique, juridique et politique. Parmi les thèmes abordés, la correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus, Zola et J'accuse, les deux France après l'affaire Dreyfus, les catholiques dreyfusards après l'affaire,
les mécomptes de l'engagement dreyfusard protestant, l'Algérie à l'époque de l'affaire Dreyfus, le droit dans l'affaire Dreyfus. Les échos de l'affaire Dreyfus en Allemagne, en Autriche, en Roumanie et aux États-Unis. Le mythe du complot judéo-maçonnique de Dreyfus à Vichy, l'affaire Dreyfus au miroir du cours Mallet-Isaac et l'affaire Dreyfus dans la perspective de Hannah Arendt. Plusieurs textes ont été consacrés à Bernard Lazare, André Speer, Léon Blum, Jean Ajalbert, Albert Cohen, Théodore Herzl et Max Nordau. Ce recueil, par sa diversité, sa richesse et par une très large part par sa nouveauté, est appelé à mieux faire connaître l'affaire Dreyfus et ses répercussions, mais aussi les soubresauts de la vie politique de la Troisième République, l'évolution de la judaïcité contemporaine confrontée à la violence de l'antisémitisme, la problématique des relations majorité-minorité et la nécessité du combat pour les droits de l'homme au nom de la vérité et de la justice. Mesdames et messieurs, je vous remercie.